commencer. Le sujet du jour, c'est, je vous disais, le marketing quand on a peu de moyens. Et pourquoi moi je vous en parle? Parce que en fait, j'ai vécu les deux extrêmes dans ma vie pro. Voilà, moi je suis Olivier, je suis un CMO de base. Je suis aussi un cofondateur. J'ai créé une crèche bilingue et un réseau de crèches bilingues avec mon épouse il y a maintenant 3 ans. Et je viens de chez FDJ. Donc évidemment, chez FDJ, on a des moyens. Évidemment, quand j'ai créé ma boîte, je n'avais pas de moyens. Donc comment on fait ce grand écart-là et comment on fait du marketing quand on a un peu de moyens, c'est très intéressant quand on a vraiment une toute petite structure et qu'on démarre. Mais aussi très intéressant quand plus tard, peut-être que vous basculerez dans des grands groupes. Parce que c'est très intéressant de savoir comment on fait pour dépenser peu d'argent en marketing. Ça intéresse aussi les grands groupes aujourd'hui pour baisser leurs dépenses marketing qui sont souvent en train d'exploser. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans le marketing, dans le digital. J'ai commencé chez Yoplait, essentiellement en sales. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe FDJ il y a une dizaine d'années, en 2009, où je me suis occupé de différentes fonctions, soit au sein de l'international, où je me suis occupé de l'euro-million pendant plusieurs années, soit au sein voilà, du vertical produit. J'ai encore géré tous les jeux de tirage pendant 4 ans, que ce soit le loto, l'euro-million, le keno, toujours en termes de marketing. Et puis, depuis maintenant 4 ans, j'étais le patron du digital, des contenus et des médias chez FDJ. FDJ que j'ai quitté FDJ cet été pour me consacrer de manière plus profonde à l'entreprise qu'on a créée il y a 3 ans avec ma femme, qui sont un réseau de crèches bilingues. C'est vraiment elle la patronne, c'est elle qui a créé cette entreprise. Moi, je l'ai accompagnée tant que je pouvais, le soir, les week-ends, les vacances, pour l'aider sur ses stratégies digitales, marketing, acquisition, CRM. Mais évidemment, voilà, mon temps n'était pas non plus si extensible que ça, vu que j'avais quand même un autre job et un vrai job à côté. Et j'ai décidé du coup de poursuivre l'aventure avec elle de manière plus totale, donc en quittant FDJ cet été. Alors, on va parler du coup de quoi aujourd'hui. Je reviens sur la petite intro que je vous disais. Mon but, c'est vraiment de vous sensibiliser à des stratégies marketing peu onéreuses, voire gratuites en termes de médias, et donc de vous inciter à travailler des plans d'action qui font appel à des choses très économiques. On ne va pas approfondir, le sujet, c'est pas approfondir tous les leviers parce qu'on va y passer 15 heures. Et là, l'objectif, c'est pas de vous saouler avec un cours marketing, c'est vraiment une sensibilisation pour vous inciter à penser à ces leviers-là en premier. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir des repères pour que vous puissiez, en tant qu'entrepreneur, avancer à votre rythme, selon vos priorités et en fonction de votre temps disponible, évidemment. Évidemment, vous avez peut-être tous fait une école de commerce ou pas, ou une école d'ingénieur. Vous avez peut-être des idées sur ce qu'est le marketing. Et on pense forcément aux grandes campagnes télé, on pense à tout ce qu'on voit dans la rue, les affiches. Et on sait que ces leviers-là, ils fonctionnent très bien. Mais ils coûtent la blinde, ça coûte extrêmement cher. Mais sur le digital aussi, ça coûte extrêmement cher. On peut dépenser des millions d'euros en display, en paid search, en partenariat, en affiliation. Donc, c'est très facile de faire exploser la baraque en termes de dépenses marketing pour un budget d'une entreprise. Mais évidemment, et ce que les grandes sociétés oublient, c'est qu'il y a une énorme palette de leviers marketing gratuits ou quasiment gratuits que les grandes entreprises peuvent utiliser, mais que les start-upers aussi peuvent utiliser. Et là, à juste titre, parce que quand on crée sa boîte, quand on vient juste de créer sa boîte, on a globalement à gérer les aspects financiers, les aspects juridiques, les aspects RH, les sales, évidemment le marketing, enfin tout, on a tout à gérer. Et en même temps, on n'a pas de sous, on n'a pas d'argent, puisqu'on vient à peine de démarrer, ou on a quelques financements qui grattaient ça et là, on ne se paye pas. Donc déjà qu'on ne se paye pas, comment on va faire des campagnes à plusieurs millions d'euros en marketing? Ça n'a pas de sens. Donc du coup, tout le sujet, il va être de se dire que on peut faire des choses intéressantes et qui vont vous apporter de la valeur, qui vont vous apporter du business en activant quelques leviers quand on en aura le temps. Et j'insiste là-dessus, quand on en aura le temps, parce que je sais très bien que tout ce que je vais vous dire là, vous allez pouvoir l'utiliser, mais vous n'allez pas tout mettre en phase tout de suite, vous n'allez pas tout mettre en place tout de suite, et vous allez avoir besoin de vous organiser. Voilà. Donc ça, c'est un point important aussi. Vous avez, j'imagine, vécu beaucoup de workshops et assisté à beaucoup de workshops. Je suis là pour vous donner des conseils et des idées. Je ne suis pas là pour
Vous n'êtes pas là pour suivre tous mes conseils et toutes mes idées. Vous êtes des patrons, vous êtes indépendants, vous avez une trajectoire et une vision sur votre entreprise. C'est à vous de gratter les éléments qui peuvent être le plus appropriés pour votre entreprise. Alors, comment on construit une stratégie marketing avec peu de moyens? Avant de vous dire comment on va faire, il y a des éléments que vous devez avoir en tête et qui sont assez intéressants. Et c'est le contexte que je vais vous apporter. Et puis ensuite, on parlera de construction de marque, on parlera de raconter des histoires, ça c'est un élément clé. On parlera de SEO et puis on parlera de construire un plan d'action. Alors, je vous donnerai quelques tips pour construire un plan d'action. Donc aujourd'hui, on va se focuser sur la partie 1 à 3 et puis dans quelques semaines, on fera la partie 4 et 5. Alors, c'est quoi le contexte aujourd'hui? Et ça va prendre sens quand on va parler de choses gratuites. C'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte réglementaire, marketing et digital qui incite beaucoup à utiliser des leviers gratuits. D'abord parce que la pub, elle fait l'objet de grosses défiances vis-à-vis du client aujourd'hui. Quand on regarde on va dire l'adoption des adblockers au sein de la population française, on comprend vite qu'on ne va pas pouvoir faire de la publicité classique sur le digital en ouvrant les vannes comme si de rien n'était. Si vous regardez juste les deux sources que je vous ai mises là, on voit qu'en 2019, on a 26% de taux de pénétration des adblockers sur le desktop, 6% sur le mobile, et ça ne fait que croître. Et bizarrement, plus les dépenses, et ça c'est le petit graphe qui est à droite en jaune, plus les investissements en digital augmentent en France, plus le taux des adblockers augmente. Ça symbolise le niveau de saturation que peuvent avoir les clients vis-à-vis du matraquage publicitaire aujourd'hui. Deuxième point qui est important et il faut que vous ayez en tête, c'est l'évolution du cadre réglementaire. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD, sûrement parlé du e-privacy. Ces deux éléments, ils sont clés parce que la mise en place de ces deux éléments va forcément et structurellement réduire la performance des campagnes payantes. C'est très bien parce que d'un point de vue consommateur et client, le RGPD, le privacy oblige finalement les entreprises à communiquer auprès de clients qui ont besoin et envie de communiquer et à des cibles qui sont les plus affines avec un besoin de communication et de recevoir un message. Mais c'est vrai que d'un point de vue annonceur, il va falloir être plus agile et s'adapter à ce genre de situation-là. Et c'est là où les leviers gratuits vont être très intéressants parce que, évidemment, si on parle de gratuité, généralement, on n'a pas besoin de problématiques de RGPD et de privacy. Troisième point intéressant, les attentes clients en termes de publicité et d'expérience. Je vous ai dit que les publicités classiques, les clients en ont un peu ras-le-bol et il y a un vrai besoin de changer la donne d'un point de vue publicitaire et contenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ère du storytelling. C'est-à-dire que les consommateurs, ils sont aujourd'hui prêts à s'engager avec les marques, toujours. Il n'y a pas de défiance vis-à-vis des marques, mais en revanche, ils veulent recevoir des histoires et qu'on leur raconte des histoires en dehors des circuits publicitaires traditionnels. Ça, c'est un point très, très important. Il n'y a pas de défiance vis-à-vis de la publicité, il y a une défiance vis-à-vis de là où on la reçoit et quand on la reçoit et comment on la reçoit. Donc ça, ce premier point, il est très intéressant et il va de pair avec un deuxième point qui est celui de l'attente d'un point de vue expérience digitale, rapide, mobile et personnalisée. Les clients, ils sont prêts à s'engager, oui, avec des marques qui leur témoignent une certaine considération, mais il faut leur proposer un message personnalisé, il faut leur proposer une expérience qui soit assez fluide, plutôt aboutie de bout en bout, et une expérience très clean sur le mobile. Là, vous allez me dire, mais quel est le sujet entre le gratuit, l'attente digitale, etc. En fait, un petit exemple qui est vraiment tout simple. Le SEO et le mobile. En gros, vous savez que si aujourd'hui votre site il est lent en chargement, et ben, vous allez perdre à peu près 30% de conversion au bout de 3 secondes. OK. Donc ça, déjà, ça veut dire que ça pose un petit souci. Et par ailleurs, deuxième problème sur la lenteur des sites et les temps de chargement, Google pénalise dans son référencement le placement des sites en fonction de leur rapidité. Ce qui veut dire du coup que vous avez besoin, pour mieux convertir et pour être présent en SEO et donc
être trouvé, d'avoir un site qui soit performant. Performant pour le client, en fait, au final, parce que c'est ce qu'il attend. Le client, il n'attend pas 5 secondes pour que la première page, elle se charge. Mais derrière, ça a un impact, en fait, sur le SEO, donc la performance. Et finalement, vous êtes maître de ça, puisque c'est juste votre site. C'est vous qui le codez, c'est vous qui le faites. Vous avez la main là-dessus. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui coûte ça coûte pas la blinde de faire un site normalement au démarrage, mais vous avez au moins un truc, ce qu'il faut veiller, c'est l'UX et le temps de chargement. Et ça, voilà, c'est gratuit, c'est quasiment gratuit, c'est à vous de gérer ça. Tout ça pour dire que dans toutes vos décisions marketing, que ce soit gratuit ou payant, vous devez toujours mettre le client au centre de toute votre décision. Et ça va même pour moi au niveau même du pilotage d'une entreprise. Évidemment, en tant que patron, vous allez sur votre secteur d'activité regarder vos concurrents, vous allez regarder ce qu'ils vont faire, vous allez regarder comment ils présentent leurs produits, vous allez regarder comment ils agissent d'un point de vue sales, très bien. Mais si vous ne faites que regarder vos concurrents, généralement, vous allez vous planter. Regardez surtout à qui vous voulez vendre, qui sont vos acheteurs, qui sont vos clients, et regardez ce qu'ils attendent. Et généralement, si vous vous focussez d'abord sur vos clients, il faut regarder évidemment la concurrence, mais d'abord les clients, vous allez performer. Dernier point, celui de contexte, les marques. Les marques, c'est très, très, très important. Ouais, dis-moi. J'ai une petite question. En fait, du coup, je voulais savoir, quand on fait notre site internet, justement pour la lenteur du site ou bon, la rapidité, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des outils qui mesurent là, justement cette rapidité de site? Parce que moi, du coup, j'ai Ah pas oui, encore créé mon site internet. Ah, parfait. Et en fait, oui, je oui, voulais il y a faire. des outils. Ah, du coup, c'est quoi, par exemple? Enfin, Bah, il y a les outils gratuits. Le premier que vous pouvez tester, c'est celui de Google, qui est un speed test qui fonctionne très bien. Je vous redonne juste le nom. Ça s'appelle Lighthouse. C'est Lighthouse maintenant? Ouais, c'est ça. En fait, Ok. quand tu vas sur ton site, tu fais un clic droit, tu fais inspecter. ok, Et après, du coup, tu as un onglet qui s'ouvre à côté de ton site. Et dans les différents onglets, tu vas avoir donc éléments, console, source, etc. Et tu as un onglet Lighthouse. Et tu fais générer le rapport. Et en gros, ça analyse ton site et ça te donne ta rapidité. En gros, ça donne 4 métriques qui sont le SEO. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais tu peux tester ton site comme ça. Et c'est sur t'ouvres Google, t'ouvres le navigateur, tu vas sur ton site et tu fais un clic ok, droit, trop bien. inspecter, et ça s'appelle Lighthouse. Ok, Et, super. voilà. Et après, donc, si tu regardais un peu tes concurrents, ce qu'ils font, à quelle vitesse ils sont, tu peux regarder le page Speed Insight de Google. Et puis, tu as Airboost aussi qui est pas mal, qui fait des premières analyses gratuites. Voilà. Ok, tu peux répéter les noms? Airboost, tu as Ok, Airboost qui fait des ok. premières pages gratuites. Et tu as page Speed Insight. Ok, super. Merci Après, beaucoup, Sylvain. voilà. Donc, ça, c'est un point très, très important. Ce qui est sûr à 100%, c'est que vous perdez de la conversion quand le site est lent. Et donc, au-delà de 3-4 secondes, ça commence à être problématique. Le point sur le référencement, Google a toujours dit qu'il pénalisait. Il n'y a pas eu de preuve concrète réellement de pénalité aujourd'hui. Mais ils ont réannoncé dans leurs dernières annonces, là, fin 2020, que pour 2021, ils allaient commencer à pénaliser. Donc, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Cela étant, que Google pénalise ou pas, le plus important, c'est que pour moi, c'est le client, donc il faut faire attention à ça. Euh, Après, encore une fois, si on fait vous allez avoir du mal à avoir un chargement à 2 secondes. Enfin, globalement, ça n'existe pas et pour personne. Hein. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir ce genre de choses, sauf si vous avez une page vide avec une image et un texte. Mais globalement, ça n'existe pas. Cela étant, quelque chose entre 3 et 5 secondes serait souhaitable. Ok, après, petite question, du coup, pour le SEO, de toute façon, si la personne, enfin, si le client va sur le site, c'est trop loin chargé, il part, bah, du coup, ça nous pénalise en SEO parce qu'il n'est pas resté longtemps, non? Oui, C'est le alors ça cas. vous pénalise effectivement parce que Google constate un taux de rebond qui est fort sur vos pages. Après, encore une fois, éviter le pire, et là, bon, là on va rentrer un peu dans les choses techniques, mais vous avez différents CMS à votre disposition pour démarrer. Alors, soit vous êtes voilà, et vous pouvez coder tout seul si vous savez faire ça, donc tant mieux. Mais si vous ne savez pas, vous allez utiliser potentiellement WordPress, un Shopify. Vous allez peut-être utiliser, alors je ne vous conseille pas, mais un Wix parce que c'est hyper facile. Mais bon, je ne vous le conseille pas vraiment. Mais voilà, si vous commencez par WordPress,
Vous pouvez avoir des très bons taux de chargement sur WordPress. Simplement, il y a des petites choses à adapter. Il ne faut pas blinder son site de plugins parce que tous ces plugins se chargent les uns après les autres et ça fait du temps. Voilà, donc il y a des petites techniques qui font que vous allez rapidement progresser sur le taux de chargement, la compression des images. Voilà, et le serveur, parce que tout le monde oublie ça, cette chose primordiale aussi, c'est que plein de gens me disent ah oui mais mon site il se charge super lentement, pourtant je suis sur WordPress, j'ai fait un truc nickel, etc. et tout. Et en fait, vous allez sur votre site, il est juste hébergé sur OVH, sur un serveur partagé avec des milliers de sites. Forcément, en fait, déjà pour aller sur le serveur, quand il y a des milliers de personnes qui sont sur ce même serveur, ça ralentit. Donc là où est placé votre site, le serveur, c'est hyper important dans la rapidité. Ok, désolée, j'ai encore des questions parce qu'en Ouais, fait, dis-toi. là, je vais faire mon site internet et du coup, je suis pile dans toutes ces questions-là. Et donc, du coup, entre Wix et Shopify, donc toi, tu conseilles pas du tout Wix? Non, non, surtout pas, parce que c'est une sorte de prison dorée où derrière, vous allez galérer sur toutes les approches en fait, de performance marketing. Vous allez galérer sur l'acquisition, sur la création des landing pages, vous allez galérer sur les CRM derrière pour plugger les bons CRM. Et donc, ils proposent des solutions un peu maison ou parfois de plugger quelques outils, mais qui ralentissent. Et derrière, en fait, le code source, il est hyper blindé de code parasite. Et du coup, c'est très difficile d'avoir des temps de chargement rapides. C'est hyper lent en fait. Donc, c'est très séduisant pour démarrer parce que ça semble facile. Et c'est vrai que c'est facile. Donc, ils ont pensé client pour le coup. Ça, c'est vrai. C'est très facile et très agréable à manipuler, mais très compliqué dès qu'on veut aller plus loin sur l'analytique, sur le travail de ses clients, le retargeting, etc. Donc, je ne vous le conseille pas. En gros, vous allez être très contente la première année. Et puis après, vous allez vous dire, bon, il faut que je change. Et là, vous êtes obligé de tout faire parce que vous n'allez pas pouvoir migrer de votre CMS Wix vers un autre CMS facilement. Il faudra tout recoder, tout refaire. Donc, en fait, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas quel est votre site. C'est un B2C, c'est du B2C. Est-ce que c'est un site e-commerce? Moi, c'est un site e-commerce. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, vous avez le WordPress et vous pluguez Woo dessus. Vous avez le Shopify qui est vraiment très bien pour démarrer. Il y a plein de startups qui ont fait Shopify et qui n'en sont pas déçus. Moi, j'en connais une très bien qui est très connue maintenant, qui s'appelle Pollen, qui vend des sacs en ligne et en retail. Ils ont démarré avec Shopify. Ça fait 5 ans qu'ils existent et ça cartonne et ils sont toujours avec Shopify et ça leur suffit encore. Donc voilà, c'est pas trop cher, c'est facilement. Encore une fois, il faut penser débrouille, il faut penser que vous n'allez pas avoir une équipe IT avec vous. Avec 10 personnes, vous allez du globalement être seul ou avec quelqu'un. Et Shopify, c'est facile à gérer et ça gère pas mal. Enfin, voilà, c'est bien fait. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Dernier point de contexte, les marques. Il faut que vous sachiez que les marques, c'est votre atout. C'est un levier majeur de performance. Pour vous aider à prendre conscience de ça, je vous ai mis 4 petits graphiques que j'avais utilisés lors de mes présentations de fonctions chez FDJ, quand on a relancé la marque et rebrandé la marque Euromillion. Et c'était Interbrand, qui est une société qui gère ça de manière qui pilote les marques et qui développe des marques depuis plusieurs années et qui est un des leaders là-dessus, qui nous avait fourni quelques graphes que je trouve très, très intéressants sur le fait que quand on compare les marques et les indices de performance business des marques sur les marchés financiers versus l'index, c'est celui-là, c'est le MSCI, qui permet qui a un average des actions sur les pays développés, et les marques qui sont les plus célèbres et les plus puissantes dans le monde, elles ont toujours un index qui est meilleur que le MSCI. Donc ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, ça c'est prouvé aujourd'hui, et c'est prouvé par les chiffres, c'est que quand vous avez des marques fortes, quand vous arrivez à développer une marque forte, ça drive énormément, et je vais vous montrer par un chiffre, la conversion. Ça construit aussi beaucoup de fidélisation. On est évidemment beaucoup plus fidèle quand on est attaché à une marque
quand on n'est pas attaché à une marque, et c'est naturel, je vais vous l'expliquer après. Par ailleurs, ça contribue évidemment du coup à la performance financière et surtout à la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire que demain, quand vous allez, si vous avez besoin ou envie de revendre votre entreprise, si elle a une marque forte, ça va énormément contribuer à la valorisation de votre entreprise. Et vous voyez, dans les fenêtres de décision et d'achat, la marque constitue, là c'est pour tout business, hein, B2B ou B2C, 24% en moyenne du choix de la décision. C'est dingue, hein, parce que de se dire que même en B2B, la marque peut être un atout pour transformer. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément connu, mais il faut le savoir aussi. Voilà. Et quels que soient les secteurs, et là vous voyez, c'est intéressant dans ces secteurs-là. Alors évidemment, le luxe, 67% ça joue pour 67% de la conversion, hein, la marque dans le luxe. C'est normal, on est dans le luxe, on est sur des choses qui sont quelque part tout à fait logiques par rapport au secteur. Mais quand vous regardez des secteurs plus petits et très B2B, que sont les technologies, les services, donc tout en bas du graphique, les transports, eh ben, vous êtes sur du 25, 25, 28%. L'électronique, 34%. Dedans, il y a évidemment tout ce qui est électronique grand public, mais aussi de l'électronique B2B. Donc voilà, vous voyez que pour la majorité des secteurs, c'est très, très impactant le choix lié à la marque. Et donc, ça nous amène à l'importance de développer des marques dès le début, dès que vous lancez votre entreprise. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand on voit le contexte réglementaire qui est compliqué d'un point de vue RGPD et privacy, quand on voit les besoins clients d'un point de vue expérience client, fluidité, parcours mobile, storytelling, quand on voit les problématiques derrière la publicité payante qui est vraiment aujourd'hui très décriée d'un point de vue client et expérience client, vous comprenez qu'il est hyper important de créer une très très bonne expérience de marque, une vraie stratégie de marque et une expérience client qui est à la hauteur des attentes de votre marché. Globalement, quel que soit le marché, les clients commencent à être un peu les mêmes partout, sauf évidemment si vous êtes dans la fonderie. J'imagine que vous n'êtes pas dans la fonderie au fin fond d'une mine, mais globalement, le B2B et le B2C, les expériences et les attentes marché sont plutôt les mêmes. Donc la bonne nouvelle, ce que je voulais vous dire et vous porter comme message aujourd'hui, c'est possible de développer une marque, de développer une stratégie marketing, de développer une bonne expérience client avec peu de moyens et de faire ça pendant quelques années quand même. Sur votre phase d'amorçage, vous pouvez commencer déjà à faire bien des choses que vous devez faire gratuitement et après vous mettrez les moyens qu'il faut. On va mettre ça en place en 5 étapes. Et on va les regarder pendant les deux sessions qu'on va faire ensemble. La base, c'est vraiment l'écriture de la stratégie de marque. C'est fondamental et vous allez voir pourquoi. Le deuxième point, ça va être se lancer dans le storytelling. Et donc, c'est comment raconter des histoires. Tout de suite, il y a un lien de filiation avec le SEO. Et donc, on regardera ça ensemble. Et puis, au global, on va élargir sur l'écriture du plan d'action cible et les leviers qu'il y a à utiliser. Et puis, très, très important, et je tenais vraiment à le mettre dans cette pyramide-là, souvent on l'oublie, c'est mesurer et analyser. Toute la puissance de vos actions ne peut fonctionner que si vous êtes capable de les analyser et si vous êtes capable, derrière, d'en tirer du coup des conséquences et des conclusions. Alors, donner de la force à sa marque. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Comme je vous le disais, la marque, ça va développer votre business, ça va développer votre capacité à mieux acquérir des clients, à mieux fidéliser vos clients derrière. Et donc, il faut que vous écriviez une plateforme de marque. Ça peut se dire, oh là, c'est quoi ce truc, une plateforme de marque? En gros, c'est facile. Est-ce que vous êtes capable de… Vous avez tous écrit, vous avez tous une marque, c'est sûr. C'est le premier truc marketing que vous avez fait quand vous avez lancé votre boîte. Vous avez écrit une marque, vous avez créé un nom de marque. Très bien. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes capable de me décrire votre marque en 30 secondes? Et quand je dis décrire, c'est comme si c'était une personne. C'est là où j'en reviens à quelque chose de très facile pour vous et pour moi aussi, c'est comme ça que j'utilise. Une marque, vous devez considérer votre marque comme une personne. Et ce qui différencie, par exemple, Joe Biden, président de la République, de Joe Biden, le mec qui fait du tuning au fin fond du Loiret, vous voyez que ce n'est pas vraiment la marque.
en elle-même. C'est ce qu'il y a derrière, qui ils sont, comment ils s'expriment, quelles sont leurs idées, comment ils proposent leurs idées et comment ils exposent leurs idées. C'est comme un être humain, une marque. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est très, très du coup, facile d'écrire sa plateforme de marque quand on a ça en tête. C'est comment cette marque va-t-elle s'exprimer? Qui est-elle? Si je devais la décrire, est-ce que si c'était une personne, est-ce qu'elle serait grande, petite? Et bien, ma marque, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite? Comment elle s'habille? Comment elle s'exprime? Vous voyez très bien que vous êtes capable de décrire votre conjoint, votre petit frère, un ami. Vous êtes capable de les décrire et de dire qui ils sont, comment ils s'expriment, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs ardeurs, à quoi ils ressemblent. Et bien, une marque, c'est pareil. On doit pouvoir être capable de dire ça d'une marque. Et du coup, c'est très, très important parce qu'une fois qu'on sait à quoi ressemble une marque, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle veut dire et qui elle est en résumé, et ben, on est du coup capable d'écrire tout le socle des discours sales, tous les discours corporate de l'entreprise. Donc, vos argumentaires de vente sont plus faciles à écrire, vos présentations investisseurs, elles sont plus faciles à écrire, vos discours clients sont plus faciles à écrire. Quand vous allez prendre la parole à Station F, eh ben, ça sera très facile pour vous d'embarquer votre audience parce que vous aurez réellement des convictions et vous saurez ce que vous avez à dire sur votre produit. Et puis, plus pratico-pratique, une fois que vous savez vraiment ce qu'est une marque et comment elle s'exprime et ce qu'elle veut dire, ben, vous gagnez un temps de dingue pour écrire quoi que ce soit. Donc, c'est aussi un gain de temps. Et par ailleurs, quand votre boîte va grossir et quand vous aurez commencé à recruter des collaborateurs, c'est aussi un moyen très, très important de donner du sens au travail de vos collaborateurs. Quand on sait, quand on est collaborateur, pourquoi on travaille pour cette marque, parce que cette marque, elle apporte ça et ça, parce qu'elle permet ça et ça, parce qu'elle se bat pour ça et ça, bah, ça donne envie forcément de s'engager et ça donne envie d'aller dans certaines entreprises. Et ça, c'est pour moi fondamental aussi, parce que des collaborateurs qui sont derrière impliqués et qui savent pourquoi ils se lèvent les matins pour aller bosser pour vous, eh ben, c'est des gens qui vont produire de la valeur et qui vont vous apporter du coup une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Excusez-moi, ouais. J'ai une petite question. Du coup, est-ce que la description de la marque est à distinguer de la baseline ou est-ce qu'elle doit se retrouver dans la baseline? Alors, c'est ce qu'on va regarder juste là, en gros. La baseline, c'est un peu ta promesse. Ça peut être ta promesse. Moi, en tout cas, je l'écris toujours comme ça. C'est en gros, voilà, c'est ce point-là. On va regarder ça. En fait, il y a 6 points qu'il faut que vous regardiez quand vous écrivez votre plateforme, qui vont en gros du plus perché au plus pratique. Je dis perché, mais c'est parce que ça peut paraître un peu secondaire, mais c'est finalement le plus important parce que ça part de là, c'est la vision. C'est en gros quelle est la vision que vous avez, vous, que cette marque a et donc que vous avez pour le monde, pour votre métier, pour votre secteur. Et cette vision, elle est pour le présent, elle est pour le futur. Ça, c'est très, très, très important. On regardera 2 exemples après, un exemple dans une très, très grosse multinationale et un exemple dans une start-up qui est aujourd'hui une très grosse PME et dont vous pouvez et dont vous devez vous inspirer. Mais la vision, ça, c'est très, très important. C'est vraiment votre combat, mais votre combat, pas pour juste gagner des sous, votre combat pour le monde, pour la société. C'est quoi votre combat? Et ça, à un moment, une entreprise, et quand elle se crée, c'est parce qu'il y a bien une raison. Et la raison, c'est pas je veux faire du fric. Bon, peut-être vous voulez faire du fric. Mais si vous voulez juste faire du fric, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que derrière, les gens vont vous suivre. Donc, il va falloir que vous trouviez mieux et vous donniez du sens à votre action. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui. On ne fait que parler de ça, de sens. Il y en a qui on parle de raison d'être, on parle d'engagement sociétal fort, on parle de responsabilité environnementale. Très bien. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les gens sont en attente et les clients sont en attente de sens et donc d'une vision. Et les entreprises doivent avoir cette vision-là. Donc, que vous soyez une boîte en B2B, que vous soyez une boîte en B2C, vous devez avoir une vision. Et cette vision, vous allez derrière, après, la descendre au niveau de la mission. Et ça, c'est dans votre boîte, c'est votre mission d'entreprise. Et ça, c'est vraiment votre objectif, l'objectif prioritaire que vous assignez à votre cible. Et c'est ça qui va nourrir toute votre entreprise, toute votre stratégie. Donc, c'est quelle mission on se donne? C'est quoi mon but en entreprise? On va regarder un exemple après. Après, il y a la promesse. Donc ça, la promesse,
c'est vraiment, pour moi, c'est la signature de marque. C'est quoi, qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Voilà. Qu'est-ce que vous allez lui dire en une fraction de seconde à votre client? Ça, c'est la promesse. Et puis derrière, il y a des valeurs et des personnalités. Ces deux termes-là, c'est ce qui vous permet après d'étoffer vos discours, d'étoffer votre manière de vous exprimer. Vos valeurs, c'est en quoi vous croyez. Vous croyez, je sais pas, vous croyez en... vous croyez en l'éducation, vous croyez en l'environnement, il y a plein de croyances, c'est en quoi vous croyez. Et puis, il y a la personnalité, c'est comment vous exprimez, votre style, votre ton, qui vous êtes. Ça, c'est vraiment votre décor. Si vous étiez quelqu'un, encore une fois, c'est quels sont vos vêtements, quel est le maquillage que vous portez, quelle est la coiffure que vous portez, etc. Et à la fin, tout ça, vous en faites une identité visuelle. Donc voilà, ça c'est votre logo, votre code graphique, les couleurs que vous voulez utiliser. Et vous avez une petite charte graphique. J'ai mis un petit dollar à côté parce que ça, globalement, sauf si vous sortez d'une école de créa, c'est pas avec Canva que vous allez faire un truc clean. Donc il faudra quand même passer avec un petit freelance pour avoir un truc qui soit clean et qui soit bien fait. Voilà, donc exemple, parce que là, c'est très bien de dire ça, mais ça reste un peu obscur. Je vous ai pris deux cas. Un cas qui est vraiment le cas d'école que vous trouverez partout dans les écoles de commerce, vous l'avez peut-être vu, ou des écoles d'ingé, c'est Evian. Et pourquoi Evian? Parce que Evian, c'est une des premières marques qui a vraiment exploité à fond ce mécanisme-là et qui a développer son business grâce à ça et autour de ça. Et puis le site français, parce que le site français, c'est un très très bon exemple d'une boîte qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui a démarré avec pas grand-chose, qui a juste mis le paquet sur ce qui était pas très cher, plutôt gratuit, et qui a mis le paquet sur du coup sa marque et les actions qui étaient afférentes autour, et qui du coup a développé grâce à ça son business. Donc, Evian, vous voyez, voilà, vous avez tous la bouteille d'Evian en tête, les pubs Evian en tête, et leur vision, c'est quoi leur vision pour la société? C'est que la santé, elle s'apporte par l'eau, et que c'est l'eau qui apporte des bienfaits qu'il faut protéger, parce que c'est pas en buvant du coca qu'on va mieux et qu'on va bien, c'est juste en buvant de l'eau, de la vraie eau. Et l'eau, elle doit pas être polluée, elle doit être clean, elle doit être accessible à tous et à tout le monde, et parce que derrière, il y a de la santé. Et ça, c'est vraiment leur vision pour le monde, c'est de donner un accès à l'eau à tous et se battre pour que l'eau soit vraiment quelque chose de prioritaire, avec une mission derrière qui est le bien-être, parce que finalement, s'il y a la santé par l'eau, c'est que l'eau apporte du bien-être. Et ça, c'est la mission. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est moins perché, on est vraiment dans l'entreprise. La mission de Danone, Evian, Waters, c'est rendre les gens bien, en forme. Voilà. Le bien-être. Et avec une seule promesse, source de jeunesse. Livion, vous voyez, ils en ont fait une signature de marque. Ça, c'est très important, c'est hyper facile. C'est quelle est votre signature de marque? C'est la promesse que vous donnez aux clients. Si votre mission, c'est le bien-être, eh ben, ça peut se traduire par vivez jeune, ou vivez heureux, ou vivez en forme. Bon, eux, ils ont trouvé source de jeunesse, très bien. Et derrière, forcément, bah, tout ce qui est leur valeur, c'est la pureté, le naturel, le simple, avec un style qui est très épuré, qu'on connaît tous. Voilà. Et le slip, c'est vraiment, là, ils sont passés sur autre chose. Le slip, c'est vraiment comment leur vision. Alors d'abord, c'était changer le monde, avant de changer le monde, changer de slip, bon, très bien. Mais surtout, aujourd'hui, leur plateforme, elle a évolué et elle est intéressante. Elle est sur... leur but, c'est de changer la mode et donc de changer le monde en changeant la mode. Et c'est intéressant parce que changer la mode, c'est changer oui, le style, mais c'est sa valeur derrière de toutes leurs valeurs qu'ils vont utiliser. C'est les valeurs des valeurs sociétales qui sont importantes, d'équité, d'écologie, être clean sociétalement parlant. Et ça va inspirer derrière, leur vision va inspirer toute leur pyramide. Et qu'ils utilisent à tout va depuis maintenant, je sais pas, 10 ans que ça existe, et ils le font très très bien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un point très très important, et ça va vous prendre, écrire une plateforme de marque, ça va pas s'écrire tout de suite, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je vous donne des guides pour pas lâcher, c'est-à-dire pensez à une personne. Voilà. Si votre marque était une personne, comment elle s'habille, comment elle s'exprime, comment elle parle, quel est son avis sur le monde. Voilà, ça donc vous aide, c'est plus facile pour moi quand on pense à une personne pour aider à écrire sa plateforme de marque. Et derrière, ayez en tête que une plateforme, ça évolue.
ça change. Donc, il n'y a pas de… Il n'y a pas de j'ai la bonne plateforme ou j'ai pas la bonne plateforme. Il y a votre première plateforme que vous allez écrire et ensuite vous allez analyser si elle fonctionne, vous allez voir comment les clients vont la percevoir, vous allez voir comment elle va vivre et vous allez la faire évoluer évidemment parce que comme toute personne, eh ben, on n'est pas les mêmes quand on avait 15 ans et quand on a 40 ans. Eh ben, une marque, c'est pareil, elle n'était pas la même il y a 15 ans, elle n'est pas la même quand elle a 40 ans, elle évolue. Donc, elle évolue avec le temps et elle évolue avec ses clients et elle évolue avec la société. Donc, votre plateforme, elle va bouger, elle va évoluer dans le temps. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de stress. Vous pouvez voir, il y a plein d'exemples qui sont disponibles sur Internet de plateformes. Il y a plein de manières de les écrire, mais ce qui est, et notamment autour de certains rajoutent d'autres éléments, mais il y a des choses qu'il faut garder. La vision, la mission, vous devez absolument garder ça parce que c'est votre socle. C'est ça qui vous donne l'impulsion pour votre boîte. La promesse, vous la mettez pas comme vous voulez. Certains, franchement, en B2B, on n'a pas forcément besoin de mettre une promesse non plus tout le temps. Mais les valeurs et le style, ça, c'est clé aussi parce que les valeurs et le style, ça va vous permettre derrière d'écrire toute votre stratégie storytelling. Et on passe à notre dernière partie pour aujourd'hui, qui est du coup écrire et produire des belles histoires. Forcément, maintenant qu'on a une marque et qu'on sait ce qu'elle veut dire et comment elle veut s'exprimer, c'est beaucoup plus facile d'écrire et de produire des belles histoires. Et ça, c'est très, très important parce que, comme je vous l'ai dit, votre atout, ce n'est pas vos bifetons, vous n'avez pas des millions d'euros dans votre compte en banque et vous n'allez pas pouvoir cracher de l'investissement média à gogo. Par contre, ce que vous avez, c'est ce que vous avez dans votre cœur, c'est ce que vous pouvez raconter simplement. Et donc, vous allez raconter des belles histoires. Et c'est ça qui va faire que votre marque, elle va se démarquer. Vous allez donner vie à votre ligne éditoriale, c'est ce qu'on appelle vraiment le storytelling. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux capter vos clients, de mieux les faire adhérer à votre promesse, de mieux les faire adhérer à vos produits et derrière de les fidéliser aussi beaucoup plus facilement. Ça va aider à booster votre référencement naturel. Donc, c'est vraiment écrire des histoires et écrire une stratégie de storytelling, c'est clé parce que vous allez devenir… vous n'allez plus être une marque vitrine, une marque qui a juste un nom et un petit logo rigolo. Non, vous allez devenir une personne qui va raconter des histoires qui vont nous toucher, qui vont nous intéresser. C'est important, intéresser. Et derrière, c'est possible aujourd'hui de le faire et c'est une chance parce que il y a 15 ans, je n'aurais pas pu vous présenter ça. Parce qu'il y a 15 ans, le digital était assez balbutiant. Et ce n'était pas possible d'accéder de pouvoir écrire rapidement des histoires, de pouvoir produire rapidement des histoires, de pouvoir les diffuser rapidement et pour pas cher, pour quasiment gratuit. Et donc, s'il faut en profiter, c'est un vrai atout aujourd'hui quand on crée sa boîte. Et c'est pour ça que c'est encourageant quand on est entrepreneur aujourd'hui parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour développer le business de sa boîte avec peu d'argent, mais en racontant des histoires. Donc, comment on va faire ça? Et donc, qu'est-ce qu'on va raconter? En gros, il y a un truc que vous devez avoir en tête et qui va vous aider à écrire vos premières histoires, c'est que d'un point de vue relationnel, on est vraiment à ce qu'on appelle l'âge de l'assistance. Alors ça, c'est très bien d'un point de vue client parce que et entreprise, parce que du coup, les clients se posent plein de questions et ils ont plein de réponses qu'il va falloir leur apporter. Ça pose après d'autres problèmes d'un point de vue sociétal, parce que ça veut dire une société d'assistance, c'est aussi une société d'assistés. Alors, ce n'est pas le sujet de notre conférence, mais ça a des impacts après sur la société. Mais ce qui est intéressant pour nous d'un point de vue entreprise, c'est que du coup, les clients vont être très, 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 très à l'affût de tout ce qui est information utile, éducatif, divertissant. Je mets tout ça parce que évidemment, il va falloir que vous vous adaptiez en fonction de votre secteur et de votre entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, il faut que vous racontiez des choses qui intéressent vos clients et vos prospects et donc faire connaître votre univers, vos engagements, on revient à la mission et aux valeurs, vos produits et les coulisses de votre boîte. Ça déjà, si vous arrivez déjà à faire ça, eh ben, ça va aider d'un point de vue client à aller capter et engager vos clients. Donc, et tout ça doit se faire avec c'est ce que je mets le mot d'ordre de transparence et d'authenticité. On doit sentir que c'est vrai. Je parlais du cœur, on doit sentir vraiment que ça vient de vous et que vous avez vraiment un discours de vérité.
Après, ça ne veut pas dire un discours de naïveté. Il ne faut pas confondre authenticité et naïveté et raconter n'importe quoi parce qu'on est authentique. Euh, voilà, si on prend sur Énergie 12 dans les gens 25, le mec qui dit je suis authentique et donc je raconte que des conneries, ouais, en fait, il n'a pas compris ce que c'était que la notion d'authenticité. L'authenticité, ça veut dire raconter les choses qu'il faut au bon moment aux bonnes personnes. Ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire la vérité qu'il faut dire et le morceau de vérité qu'il faut dire au bon moment. C'est très important dans votre discours entreprise. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez dire est vrai, mais que vous allez distiller l'information dont vous avez besoin au bon moment, tout simplement. Voilà. Cette authenticité, cette transparence, c'est valable aussi dans votre manière de manager, mais ce n'est pas le sujet du jour. Bonjour, excuse-moi, j'ai de nouveau une question. Ouais. Je mets la vidéo peut-être. Alors en fait, du coup, ma question, c'est pour tout cet aspect du coup communication, storytelling, etc. Moi, je fais du B2C, du coup, je vends des kits d'upcycling pour transformer sa garde-robe, voilà, en gros. Et donc, du coup, j'ai du mal à juger, enfin, comment on fait pour savoir justement quand est-ce qu'on communique, quand, sur quel sujet. Enfin, je trouve ça assez compliqué à gérer, d'autant plus que ça prend vachement de temps. Et donc, du coup, je voulais savoir s'il y avait des petites techniques, enfin, des petites stratégies pour mettre en place un plan qui marche et qui est efficace et voilà, qui prend pas trop de temps. Enfin, je sais pas trop si c'est clair Alors, la question, mais oui, ça c'est le point clé. C'est-à-dire que l'avantage de notre aujourd'hui société de consommation, c'est que on peut raconter des histoires facilement, les gens vont les capter, ça va aider à transformer, à faire du business, c'est bien. Mais c'est un défaut, c'est que derrière, il y a une course au contenu et à produire de plus en plus de contenu, etc. ouais. Et donc, il y a une course au temps derrière parce que ça prend un temps quand même de développer des contenus, ça prend du temps. Et vous n'avez pas de temps globalement. Vous êtes seul ou avec un co-founder, voilà, mais vous n'êtes pas plus de 3 peut-être au démarrage. Et donc, du coup, il y a cette notion de contenu. Et là, en fait, c'est la notion de la juste performance. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est un peu ce que je raconte là, c'est que en fait, vous allez choisir le ou les leviers prioritaires pour votre business. Et quand je dis produire des contenus, vous n'allez pas produire 200 contenus par an. Il faut arrêter, faut surtout pas faire ça, sinon vous allez mourir et puis vous n'allez pas faire autre chose que ça. Donc, il faut produire les contenus et le nombre de contenus suffisant pour derrière générer le business qu'il faut pour votre site, par exemple le trafic. Donc là, c'est ce qu'on verra dans quelques semaines, mais on va parler de SEO. Et en gros, votre site, il doit être à la fois produit il doit être produit pour être SEO friendly. Et donc derrière, il faut produire les pages qu'il faut en fonction de votre activité, pour être référencé comme il faut quand les gens vont vous chercher. Donc déjà, la base, par exemple, si on revient sur la problématique SEO, la base pour votre business, alors je n'ai pas très bien compris ce que c'était, c'est quoi le upcycling? Ah oui, pardon. Ouais, en C'est fait, quoi? l'idée, c'est de transformer les vêtements de sa garde-robe qu'on ne porte plus en Ouais. nouvelles pièces tendance. Donc là, mon Ah, premier ok. modèle, c'est une chemise et du coup, on la croppe et tout. Donc en fait, c'est Ok. pour se lancer dans la couture, mais pour les débutants. Et en fait, c'est un kit tout inclus avec tout le matériel, du coup, toute la mercerie, les tutoriels, etc., qui permet de transformer ses vêtements. Ok. Donc là, le premier truc à faire, c'est de savoir ce que il faut que tu cherches sur Internet et tu vas sur Google. Alors, tu peux aller sur Google Trends par rapport à ta catégorie pour voir un peu les discussions autour de ta catégorie, mais tu peux surtout te dire, quand les gens vont te chercher, qu'est-ce qu'ils vont taper? Ok. Et ça, là pour le coup, je veux pas me prononcer parce que ça fait quelques secondes qu'on est sur le sujet, mais Oui. il y a sûrement quelques mots qui te proposent et que les gens vont taper pour te chercher. Ok. Ces gens-là, après, Google est très bien fait, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à taper ces mots-là, ils vont te proposer d'autres mots associés tout de suite dans le corps en haut. Et donc là, tu verras du coup comment Google quels sont les mots que Google associe. S'il les associe, ça veut dire que les gens globalement qui tapent ce premier truc, d'autres ont tapé d'autres choses à peu près proches. Donc tout ça, ça te donne déjà des premiers indicateurs de ce que les gens vont taper. Et une fois que, par exemple, tu as tapé, alors je ne sais pas si c'est upcycling, croc, je ne sais pas quoi, voilà, ou vêtements customisables. Ouais. Si tu as tapé ça, par exemple, tout en bas aussi, de la première page,
tu trouveras sur Google d'autres thématiques associées. Donc déjà, Google t'aide à trouver des thématiques associées et des contenus associés à ton business. Et ensuite, tu as d'autres outils qui sont vachement bien. Tu en as un que j'aime beaucoup qui s'appelle People Also Ask. Et donc, je vous en parlerai, on pourra en regarder semaine pro, mais si vous tapez People, donc c'est alsoasked.com. Et donc, vous avez là, c'est très très intéressant. Vous pouvez, il y a pas mal de, on peut l'utiliser longtemps gratuitement, hein, donc c'est plutôt cool. Et si on tape, alors je sais pas, là je le fais en direct, vêtements customisables, je ne sais pas s'il y a un truc. Ouais. Customisable. Hop. Tu choisis ton langage, ton pays, donc on va mettre français en France, donc French France, et on va voir ce qu'il vient de trouver. Bon, pas de résultat. Ok. Donc déjà, ça commence bien. Non, mais on va faire, je sais pas, on va mettre vêtements. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un envie de taper? Mis upcycling. Upcycling. Le résulte. Après, moi, comment dire, c'est une niche, quoi. Donc, du coup, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui tapent ça. Je sais pas. Après, il faut voilà, il faut trouver. Là, pour le coup, il faut trouver, mais tu vas trouver ça. Si je tape juste, en tout cas, si vous tapez juste vêtements, tous là, si vous voulez taper vêtements, langage French et hop, hop. Voilà, vous tapez vêtements, langage French, région France. Là, il va vous donner tout un arbre en fait, de décisions qui sont tous les contenus associés de près ou de loin à la problématique que vous avez tapée. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça va vous donner plein d'idées sur votre secteur d'activité, quel qu'il soit, hein, B2B encore ou B2C, pour produire vos premiers contenus. Mais encore une fois, la base, donc vous voyez, voilà, hop, les vêtements. Quand quelqu'un tape vêtements, bah, tout de suite, il tape quel est le meilleur site pour acheter des vêtements, qui l'amène à potentiellement plusieurs arbres, dont où acheter des vêtements de qualité. Et après, des questions. Quelle est la meilleure marque de vêtements? Comment choisir des vêtements de qualité? Quelle marque vêtements hommes? Où sont fabriqués les vêtements bon prix? Tout ça, c'est des questions. Et Google, je vous ai dit, c'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Et donc, du coup, c'est à vous d'apporter les réponses à ça. Et ça, vos premiers contenus, ça doit être vraiment des réponses. C'est très intéressant. Ça va vous générer beaucoup de business. Et donc, il faut que vous vous interrogiez sur les vraies réponses clés, fortes et les plus proches de votre cœur de cible, de votre ADN, de votre boîte. Et après, vous allez élargir. Mais déjà, produire ça, ça veut dire peut-être, déjà, bon, sur votre site, ça veut peut-être dire 10 pages, 10, 15 pages bien écrites sur différentes thématiques ou qui répondent à différentes questions. Les questions que se posent les gens sur vos sujets, sur vos produits, sur le secteur. Et puis après, en fonction de ce que vous avez comme vision de marque, comme stratégie de marque, etc. et tout, vous allez aussi produire des contenus, c'est ce qu'on disait là, c'est sur vos engagements, sur les coulisses de votre boîte. Donc, souvent, les patrons de start-up incarnent les coulisses, puisque ils ne sont pas nombreux et vous n'êtes pas nombreux. Et donc, ça peut être vous, ça peut être vos premiers salariés. Et puis, vous allez commencer à parler de vos valeurs, de vos engagements, de comment vous produisez vos produits, de pourquoi vous voulez faire ça. Et ça, c'est des contenus, après, que vous allez diffuser là où il faut. Et là où il faut, en gros, c'est là où ça va convertir. Hein. Donc, il y a un enjeu dans la production de contenu qui est un enjeu d'efficacité business. Très, très, très important. Hors de question de se faire plaisir. Un contenu, ce n'est pas pour se faire plaisir, ce n'est pas pour se la péter parce qu'on a fait un super contenu vidéo et on a fait quelques vues. Non, l'objectif, c'est est-ce que ça va m'aider dans mon plan d'acquisition de clients ou mon plan de fidélisation client. Enfin, il n'y a pas 25 sujets hein, au démarrage. Déjà, au démarrage, la première problématique, c'est acquérir des clients. Donc, faire rentrer des clients sur son site, les faire acheter, les faire convertir, et puis après, les garder, évidemment. Mais les contenus que vous produisez, évidemment, ils doivent aller dans ce sens-là. Donc, tout ce que vous produisez doit aller autour de ça. Et là, vous avez
voilà, pas mal de leviers que vous pouvez utiliser. Il y a les articles, il y a donc articles et pages SEO, c'est à peu près pareil. Bon, présentation PowerPoint, c'est plutôt pour vos investisseurs et donc vous n'en avez pas besoin en tout cas d'un point de vue client final. Et puis il y a tout ce qu'on peut faire en photo, en vidéo. Ça, en fait, c'est très important. Il y a à titre d'exemple, c'est que on verra après un exemple quand vous produisez des vidéos, c'est que vous devez vraiment pour produire vos contenus, vous dire, voilà, mon objectif business, c'est quoi? Acquisition, feed, etc. Et tout. Vous dire à qui vous adressez, bien savoir votre cible, ça c'est important pour avoir le ton qu'il faut aussi. Et puis derrière, le lieu de diffusion. Parce que là, évidemment, si c'est sur votre site, bon, bah, vous savez exactement comment optimiser ça par rapport à votre UX et à votre site. Mais si vous allez poster un contenu sur TikTok ou sur Insta, bah forcément, en fait, c'est pas le même contenu. Vous n'allez pas faire une vidéo bien relou, pas bien centrée et pas en gros plan sur Insta. Et sur TikTok, bah forcément, c'est pas la même manière non plus de s'exprimer. Et d'un point de vue qualitatif, on ne fait pas des choses qualitatives sur TikTok, alors que sur Insta, on lèche plus les choses. Voilà, bon. Donc là, c'est important pour vous, c'est que vous devez vous imprégner des manières de communiquer des marques sur ces plateformes-là, parce qu'elles vont vous aider. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, si votre cœur de cible, c'est les moins de 25 ans, vous devez forcément avoir votre chaîne TikTok et aller proposer un contenu engageant sur cette chaîne-là. Si vous êtes sur un sujet de mode, évidemment, Insta, et c'est son sujet, hein, on en parlait, voilà, c'est Insta, tu dois avoir des trucs sur Insta parce que tu dois te créer déjà une communauté sur Insta. Voilà. Donc là, il faut produire des contenus. Et encore une fois, il faut produire ce que vous pouvez produire. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon parce que vous allez en pleurer des contenus. Si vous allez sur mon site claudinolivier.com, vous verrez, il y a quelques contenus. En fait, il y a ce qu'il faut de contenu. Il y a exactement ce qu'il faut de contenu. Mais exactement ce qu'il faut de contenu par rapport à ma cible, par rapport à mes clients, par rapport au nombre de berceaux que je vends chaque année et par rapport au dimensionnement de mon entreprise. C'est des berceaux qui coûtent très cher. Donc, la conversion d'un client dans une crèche, c'est très important. On n'a pas beaucoup de clients, mais c'est des clients qui dépensent énormément d'argent. Cela étant, ça veut dire que du coup, on a besoin de ce qu'il faut pour arriver à convertir le nombre de clients dont j'ai besoin. Ça, c'est très important parce que ça va influencer les stratégies que vous mettez en place. Mais quoi qu'il arrive, les basiques sont là. Mon site, si vous tapez crèche bilingue et vous êtes sur Paris, je suis numéro 1 en SEO sur le ranking. 1 ou 2, mais généralement 1. J'ai travaillé ça pour être toujours en 1 sur les requêtes clés que vont taper mes clients pour aller me chercher. Voilà. Ça, c'est très, très important parce que c'est ça qui, derrière, me fait vivre. Ça nourrit ma conversion, l'acquisition de mes clients. Donc, en fait, ça paye notre salaire et votre salaire à la fin. Donc, concentrez-vous sur les contenus qui vont avoir un impact sur le business. Et après, vous pourrez, quand vous serez plus confort, élargir à des choses qui vont moins travailler la conversion immédiate, mais qui vont travailler quelque part la fidélisation et la proximité. On parlait de proximité de marque, etc. Et tout. Donc, ça sera des contenus qui seront très engageants, mais pas forcément ceux qui font convertir. Là encore, je vous encourage à aller voir ce que fait le slip français, parce que c'est très intéressant. Ils ont une énergie très, très, très large en termes justement de contenu. Ils font des contenus qui sont des contenus, des tutos pour les start-upers, des choses qui sont beaucoup plus éloignées de leur basique et de leur business initial, mais ils n'ont pas fait ça en 2012 quand ils ont créé la marque. Ils ont fait ça bien plus tard. Vous voyez, donc il y a un échelonnement et c'est l'échelonnement, c'est ce qui décide de l'échelonnement de vos contenus, c'est le business. Voilà. Et titre d'exemple par rapport à des contenus performants en fonction de là où on fait le contenu et en fonction du type de contenu, c'est vraiment un titre d'exemple. Mais quand vous faites une vidéo, et si cette vidéo, elle est forcément de toute façon lue aujourd'hui sur mobile et vue sur mobile, mais généralement, si vous n'avez pas un cadrage serré, si vous n'avez pas un rythme rapide, si vous n'avez pas des lumières qui sont très contrastées, et si vous n'utilisez pas des polices larges, bien grosses, bien grasses, personne ne va s'arrêter sur votre contenu. Parce que ça ne donnera pas envie de le voir, on n'aura pas envie de le voir. Et quand vous focusez sur un truc qui est tout petit, alors non, sur le voir, ça ne marche pas très bien, mais quand vous focusez sur un truc qui est tout petit, vous avez intérêt à avoir une forme qui soit adaptée au support qui est lu, mais donc au mobile.
Voilà. Et évidemment, le format, ça va dépendre de là où vous allez placer votre contenu. S'il est sur votre site, vous pouvez très bien faire un 16 neuvième ou sur YouTube tranquille. Si c'est sur TikTok, faites pas un 16 neuvième, faites un 9 16e, c'est-à-dire un contenu long. Voilà. Et quant à la durée, pareil, là, la durée, il faut adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Ce qui est important, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez créer des vidéos et que vous allez en faire des vidéos, il y a un truc qui est très important, c'est que ayez toujours en tête qu'on est dans une société où il n'y a plus d'attention. Les clients n'ont pas d'attention. Vous n'avez plus beaucoup d'attention. Je n'ai plus beaucoup d'attention non plus parce qu'on est habitué à avoir des choses rapidement, facilement. Et donc, on est très, très impatient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 3 premières secondes sur lesquelles commence votre contenu vidéo, il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Juste pour arrêter un doigt dans un feed, arrêter le cerveau en disant « Tiens, j'ai envie de continuer ». C'est totalement reptilien. C'est ce que je vous racontais, c'est que dans les 3 premières secondes, on ne fait pas appel quoi que ce soit au cerveau d'un client ou à votre cerveau. Quand vous allez sur TikTok, si vous êtes sur TikTok, vous voyez très bien comment ça fonctionne. Et c'est le paroxysme de ce shift, il est sur TikTok. Hein. Sur TikTok, vous regardez le contenu, en 1 seconde, vous zappez ou vous ne zappez pas. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui fait qu'il vous arrête. Des impacts lumineux, une grosse typo, un truc qui se passe, un son. C'est très reptilien, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout liées au cerveau. Donc, dans les 3 premières secondes, en tout cas, vous devez créer quelque chose dans votre contenu qui arrête les gens. Et ensuite, vous avez 3 secondes suivantes, qui nous amènent à 6, pour délivrer un message. Un premier message qui va dire aux gens « Ah ouais, ok, j'ai envie de continuer ». Et là, c'est un message qui fait appel au cerveau. Parce que le cerveau, en fait, il commence à penser au bout de 3 secondes. Donc, c'est entre 3 et 6 secondes que, d'un point de vue intellect, ça commence à fonctionner. Et donc, c'est pour ça que dans la manière dont vous produisez vos contenus, voilà, vous avez 3 secondes pour arrêter le doigt du client et vous avez 3 secondes pour lui délivrer ensuite un premier message. Et après, une fois qu'il est capté, vous avez le temps de vous délivrer des choses et comme vous voulez, vous avez en 10 secondes ou en 15 minutes ou 1 heure si vous voulez. Mais voilà, vous avez après la disposition parce que vous avez capté déjà votre client. Et ça, c'est très important en fait. Quand vous produisez des contenus, vous allez passer un peu de temps à produire des contenus. Et même si c'est pas cher, vous allez faire pas cher et plutôt gratuit, ça serait bien que les gens les lisent ou les regardent. Et donc, dans la manière dont vous écrivez, dans la manière dont vous produisez vos contenus vidéo, faites en sorte de capter leur attention et vous avez 3 secondes pour capter leur attention si c'est une vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important de garder ça en tête. Voilà. Et je vous dis ça, mais sachez que les grands groupes, même des pros du marketing, etc., ils ont du mal à le faire. Hein. C'est quelque chose d'assez neuf et les grosses sociétés ont du mal aujourd'hui à adapter leur contenu à cette problématique-là, qui est une problématique de l'attention. Voilà. Et pour terminer, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, il est midi, on aura fait 1 heure, mais on peut continuer, hein, vous pouvez poser quelques questions. Équipez-vous. Tout ce que je vous ai mis là, le matos que je vous ai mis là, il y en a pour moins de 400 €, 300 €, on va dire entre 300 et 400 €. Une ring, ça fait de la lumière, c'est joli, ça permet d'avoir des plans qui fonctionnent, et surtout si vous faites une interview, et surtout si c'est en hiver, et surtout si c'est en intérieur, il faut absolument de la lumière et qu'il y ait une lumière blanche très forte pour capter ça. Il faut une très bonne prise de son quand on fait des contenus vidéo parce que, comme je vous ai dit, le son, c'est important. Et donc, vous devez capter le son. Ça, c'est des micros qui coûtent entre 100 et 150 balles, pas plus, mais qui sont très, très bien pour capter du son. Et puis, il faut que vous ayez une belle image, stabilisée si besoin ou pas. Mais voilà, quand vous faites une vidéo, c'est la base. Donc, quand vous faites une vidéo. Mais quelque part, ça ne coûte rien à faire. Après, c'est votre créativité et c'est le contenu qui fera l'intérêt du contenu, qui fera que ça va fonctionner. Mais la chance qu'on a encore une fois aujourd'hui, c'est que tous ces outils-là, ils ne sont pas chers. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Des micros, ça coûtait 2000 balles. Des ring lights, ça n'existait pas. Et les téléphones, ça n'existait pas en qualité cinéma qu'on peut filmer aujourd'hui. Et il y avait des pauvres vieilles caméras qui coûtaient, pareil, 2000 balles. Donc, aujourd'hui, la chance que vous avez en tant qu'entrepreneur, c'est que vous avez tout ça à votre disposition. Et du coup, vous pouvez donner vie à l'histoire que vous vous racontez, aux histoires que vous voulez raconter. Et ces histoires-là, derrière, c'est ça qui va vous permettre de convertir. Donc, il faut juste se lancer, s'équiper, se lancer, et se lancer en produisant au démarrage le juste nécessaire.
pas la peine de se dire je vais faire 25 contenus par semaine, 4 articles, 2 vidéos, un machin et tout. Ouais, ok, si vous commencez comme ça, vous n'allez pas y arriver et personne ne peut le faire quand on démarre une boîte. Donc, produisez simplement à votre rythme les contenus dont vous avez besoin pour sécuriser votre business en premier et donc votre site, le SEO, et ensuite élargir sur les plateformes qui vont vous permettre de vous faire connaître, de faciliter la conversion aussi et les plateformes qui sont plus affines avec votre cible. Voilà. Donc ça, et puis on travaillera la semaine prochaine. Je vous fais voilà, une petite initiation au SEO sur les basiques du SEO pour voir un peu comment ça fonctionne entre le technique et le contenu, et puis les liens aussi, parce que ça c'est important aussi, les backlinks. Et puis ensuite, un petit plan d'action qui vous permet de voir un peu le type de contenu que vous pouvez utiliser et à quel moment, dans ce qu'on appelle le funnel de conversion. C'est-à-dire quand un client il ne me connaît pas et il ne m'a jamais vu, quand un client m'a déjà vu et qu'il commence un peu à me connaître, quand on a entamé une relation, etc. etc. Donc, en fonction de ce cheminement de conversion client, il y a des types de contenus qu'on peut plus ou moins utiliser et qu'il faut que vous ayez en tête, ce qui va vous aider dans ces cas-là et à revenir à ce qu'on se disait ici, c'est-à-dire en fonction de la cible, de l'objectif, du lieu de décision, comment on choisit le type de contenu, où on le poste, etc. etc. Ça va vous aider à faire des choix et du coup à vous faire un planning de production de contenu sur l'année en fonction des attentes et là encore du niveau de maturité de votre entreprise, de là où vous en êtes et donc de vos objectifs financiers tout simplement.